Dispensateur de soins, pas un dispensateur de médicaments, mais un dispensateur de soins, c'est-à-dire mettre en évidence l'importance de l'aspect de l'utilisation de médicaments, de son bon usage et de son utilisation auprès des malades. Il doit également être un bon décideur, donc il doit être armé de compétences nécessaires pour la prise de décision. Il doit avoir des compétences en communication, des compétences en management, des compétences en formation continue. Donc, il doit au moins connaître comment lire un article scientifique, parce que les articles scientifiques, c'est un outil d'apprentissage tout au long de la vie. Il doit être enseignant, soit enseignant au niveau de la fac, mais également un enseignant au niveau de son officine, au niveau de son laboratoire, au niveau de l'administration dans laquelle il travaille. Et il doit également avoir des compétences en leadership. Et enfin, il doit avoir des compétences dans le domaine de la recherche. Cette approche est appelée l'approche du pharmacien 7 étoiles plus 1 qui est révisé chaque période. Mais juste pour vous dire que la recherche scientifique est une compétence parmi les compétences du pharmacien. Ici, et quand on parle de recherche scientifique, on doit parler de la rédaction d'un document scientifique sous format IMRAD. Donc, on doit connaître comment rédiger un travail scientifique sous format IMRAD. Un manuscrit scientifique peut être un article original publié dans une revue, comme il peut être une thèse, un mémoire, une communication orale dans un congrès, un poster scientifique. Toutes ces formes doivent obéir au format IMRAD lorsqu'il s'agit d'un résultat d'un travail de recherche. Donc, finalement, un article, c'est quoi? C'est un outil de présentation et de diffusion des résultats de la recherche scientifique. Mais il s'agit d'un outil standardisé, c'est-à-dire l'ensemble des articles se ressemblent avec une structure voisine pour permettre une lecture aisée de la communauté scientifique. Maintenant, c'est quoi la recherche scientifique? En réalité, la recherche scientifique est un processus systématique dont le point de départ est une question et dont le point d'arrivée est une réponse à cette question. Et entre ce point de départ et le point d'arrivée, il y a trois stations. La collecte des données, l'analyse de ces données et l'interprétation de ces données. Donc, au final, la recherche scientifique est un processus systématique qui commence par un problème, on va reformuler, un problème, et qui se termine par une solution à ce problème. Et entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a la collecte des informations, la collecte des données. Ces données, on peut les collecter par un questionnaire, comme on peut les collecter par un spectrophotomètre, comme on peut les collecter en biochimie par un automate, comme on peut les collecter par une CPG en chimie analytique. Ensuite, on va analyser ces données. Cette partie fait appel souvent à la biostatistique, qui est une compétence importante de la recherche. Actuellement, on assiste à une révolution de l'approche de l'analyse statistique des données. On devient de plus en plus indépendant en termes d'analyse statistique grâce à l'évolution de l'intelligence artificielle qui a rendu vraiment de grands services à la recherche scientifique. Et enfin, l'interprétation de ces données. Et l'article scientifique, finalement, on va rédiger tout ça. On rédige la question de recherche au niveau de l'introduction, la collecte de données au niveau des matériels et méthodes, l'analyse des données au niveau des résultats, l'interprétation des données au niveau de la discussion, et enfin, la réponse à la question de recherche au niveau de la conclusion. هذا هو au final la structure d'un article scientifique. Seule la publication scientifique permet à la science tout d'abord d'être enregistrée. Les découvertes des siècles du 19e, 18e siècle sont arrivées à notre niveau grâce aux articles scientifiques. Seule la publication permet à la science d'être reproductible. D'ailleurs, dans nos mémoires, dans nos articles,
on lit des articles et on reproduit ces travaux scientifiques en Algérie pour permettre un élargissement de la science. Qui dit élargissement de la science dit un effet cumulatif. Donc, seule la publication permet à la science d'être cumulative, un cumul d'informations. Un article qui suit un autre article pour cumuler un nombre d'informations sur un sujet précis. Elle permet également à la science d'être évaluable. Parce que lorsqu'on va soumettre un article à une revue scientifique, on va en réalité être évalué par deux ou trois lecteurs. Ils vont lire notre article, corriger, vérifier s'il n'y a pas de plagiat. Et enfin, après cela, ils vont dire est-ce que l'article est acceptable ou pas. Seule la publication permet à la science d'être diffusée et on en voit actuellement une pléthore de publications qui sont publiées dans les bases de données internationales. Et enfin, seule la publication permet à la science d'être publique parce qu'au départ, la science est dans un service, dans un hôpital, dans un laboratoire, mais une fois publiée, elle devient accessible au monde entier. Donc, au final, ça nous ramène au fameux adage publish or perish, publier ou mourir. Il est très important de diffuser l'information sous forme de publication. Il y a une panoplie de types d'articles. Aujourd'hui, puisque ça s'adresse à vous, étudiants en pharmacie, on va s'intéresser à l'article original parce que la majorité de vos travaux sont de type article original. Le choix du sujet, tout d'abord. On a un problème au sein de notre service. Euh, je ne sais pas, par exemple, on constate que les patients qui sont sous immunosuppresseurs et qui viennent prendre leur traitement à notre niveau, au niveau de la pharmacie du CHU Parnay, ratent des rendez-vous et ne viennent pas récupérer leur traitement. Donc, on se pose la question, ce phénomène, il est là, les patients ne sont pas observants. Donc, on va faire une étude. Cette étude, soit elle peut être descriptive, donc on va déterminer par exemple la prévalence des patients non observants, par exemple. Elle peut être par exemple une étude qui va déterminer les facteurs associés avec cette non-observance. Donc, on va prendre un groupe de patients observants, un groupe de patients non observants et on va les comparer pour faire ressortir quels sont les facteurs associés avec la non-observance. Est-ce que c'est l'éloignement, le niveau culturel des patients, le taux résiduel de l'immunosuppresseur, le médecin traitant, etc. Ou bien on peut également intervenir. On peut prendre un groupe de patients dans lesquels on va leur faire une séance d'éducation thérapeutique, par exemple, et à partir de cette séance d'éducation thérapeutique, on va déterminer l'impact de l'intervention qui est l'éducation thérapeutique sur l'observance thérapeutique. Donc, au final, la science dans le domaine biomédical peut être soit descriptive, elle décrit un phénomène, soit interventionnelle, donc elle intervient à un phénomène pour essayer de trouver une solution, soit elle est étiologique, donc elle cherche les facteurs associés ou bien les causes, la causalité de ce phénomène. Les prérequis maintenant pour rédiger euh, un bon article IMRAD, les prérequis sont tout d'abord les règles de base du respect des patients. Si on va intervenir sur des patients, par exemple, par une séance d'éducation thérapeutique, on va expliquer aux patients que cette séance d'éducation thérapeutique s'inscrit dans le cadre d'un travail de recherche et avoir le consentement éclairé et écrit du patient. On doit être également armé de moyens de recherche documentaire et de lecture critique. Et la recherche documentaire actuellement, l'outil le plus intéressant actuellement utilisé
c'est PubMed, qui est l'interface de la National Library of Medicine aux États-Unis et qui nous permet de trouver la littérature scientifique qui traite l'ensemble des sujets en pharmacie et en sciences biomédicales. On doit également rédiger un petit protocole de recherche. Dans votre cas, par exemple, il faut cerner déjà le problème de recherche, les outils statistiques utilisés, ainsi que comment on va procéder pour recueillir les informations nécessaires. Donc, on doit rédiger un petit protocole de recherche. On doit également connaître les outils statistiques utilisés. Les connaître, ça veut dire comment les interpréter, mais on peut, lorsque l'outil statistique est compliqué, on peut faire appel à des biostatisticiens ou à des personnes qui maîtrisent la méthodologie de recherche. Et enfin, sujet de notre euh, conférence aujourd'hui, c'est la rédaction scientifique sous format IMRAD. IMRAD, c'est un acronyme de introduction. I comme introduction, M comme matériel et méthode, R comme résultat, A comme end et D comme discussion. La suite, c'est la conclusion qui en réalité fait partie de la discussion. La conclusion, c'est le résumé, on va dire, de la partie discussion. Les références bibliographiques, les annexes pour certains articles, par exemple, si vous avez utilisé un questionnaire, on peut mettre le questionnaire en annexe. Et enfin, le résumé et les mots-clés. Donc, finalement, la structure d'une thèse d'exercice ou d'un article scientifique, dans votre cas, c'est tout d'abord l'introduction. L'introduction répond à la question quelle question de recherche a été posée par l'étude. La partie méthode répond à la question comment a-t-on répondu à cette question. La partie résultat, c'est qu'a-t-on trouvé? Quels sont les résultats retrouvés à travers cette étude? La discussion, c'est quel sens donner? Quel est le sens donné à notre étude? Et enfin, la partie références bibliographiques, c'est la liste des références bibliographiques utilisées dans la réalisation du travail et qui doivent figurer à la fin de l'article scientifique et qui doivent être rédigées sous un format spécial qu'on choisit si on veut publier dans une revue. Il y a toute une partie appelée euh, consignes aux auteurs ou bien recommandations aux auteurs qui contiennent les directives nécessaires à la rédaction de la partie référence bibliographique. Mais avant d'entamer la structure IMRAD, avant de parler comment on rédige l'introduction, comment on rédige la partie méthode, donc comment on rédige toutes ces parties, on doit tout d'abord faire un point sur le style de rédaction scientifique. Parce que le style de rédaction, il est très, très important dans le travail de recherche. Donc, un article compréhensible doit obéir à trois critères qu'on appelle les critères CCP. Donc, C comme clarté, deuxième C comme concision et le P comme précision. Donc, la clarté, c'est de dire une phrase ou bien un paragraphe sans ambiguïté, clair, compréhensible. Deuxième partie, c'est la concision, c'est l'expression de beaucoup d'informations en très peu de mots. Et la précision, c'est la netteté rigoureuse dans la pensée et son expression. يعني الحاجة اللي نكتبوها والحاجة اللي نوصلوها donc القارئ تاع هذا l'article, celui qui va lire l'article, doivent être la même chose. Un article qui manque de précision va nous amener à une manque de rigueur scientifique. On va commencer par la clarté. Le manque de clarté a plusieurs origines.
Tout d'abord, l'utilisation des abréviations inexpliquées. L'abus d'abréviations, un grand nombre d'abréviations. Le mauvais usage des abréviations internationales. Le mauvais usage des temps des verbes. Les variations élégantes, on va voir c'est quoi. Les expressions émotionnelles, les ellipses et le jargon scientifique. Je suis allé un petit peu rapidement parce qu'on va essayer d'expliquer chaque source de manque de clarté d'un article scientifique. Les abréviations, tout d'abord. Ils ont un avantage. Ils vont raccourcir le texte dans lequel on doit souvent utiliser la même expression. Donc, dans un texte sur l'insuffisance rénale chronique, on ne va pas à chaque fois écrire insuffisance rénale chronique, mais après la première apparition dans le texte, on peut écrire euh, IRC, par exemple. Les inconvénients, c'est qu'ils sont particuliers à un domaine bien précis. Et l'abus d'abréviation peu familière peut être source d'une perte de compréhension. Par exemple, l'acronyme DO, il peut signifier date d'origine pour les biostatisticiens, densité optique pour les analystes et les biophysiciens, densité osseuse pour les rhumatologues, dose optimale pour les pharmacologues, déclaration obligatoire pour la santé publique. Donc, c'est une source de un petit peu d'ambiguïté. Donc, il faut toujours expliquer les abréviations dans leur première apparition dans un texte scientifique. Deuxième source, deuxième source de, deuxième source d'ambiguïté ou bien de manque de clarté, c'est le mauvais usage des verbes. Dans la partie méthode et résultat, par exemple, on doit utiliser le passé, toujours le passé dans la partie méthode et résultat. Voilà. Parce qu'au moment de la lecture de l'article, classe, l'étude elle a été réalisée au passé. On est en train de lire un article d'une étude qui a été déjà réalisée. Donc, il faut faire attention, toujours, dans la partie méthode et la partie résultat, on doit utiliser les verbes pardon, au passé. Parfois, par manque d'expérience, on peut utiliser des verbes au futur. Par exemple, ici, il sortira du service après 15 jours d'hospitalisation lorsqu'on décrit, par exemple, un protocole thérapeutique. La chimiothérapie réalisée donc, dans le présent. Euh, Ça, c'est pour le passé. Maintenant, le présent, qu'est-ce qu'on l'utilise? Le présent, on l'utilise dans l'introduction et la discussion. Dans l'introduction et la discussion, on peut utiliser le passé lorsque le sujet, lorsqu'on parle de notre sujet, mais on peut utiliser le présent lorsque le fait est établi. يعني واش معناتها؟ معناتها lorsque l'information elle est précise, établie, معروفة. Par exemple, la metformine est le traitement de référence de première intention du diabète de type 2 de tel type, par exemple. Je dis n'importe quoi. يعني, lorsqu'on donne des informations admises d'une façon unanime, je vous donne un autre exemple, le diabète sucré a une prévalence de tel en Algérie. Le cancer du pancréas a un mauvais pronostic. Donc, toutes ces informations, c'est des informations qui sont معروفين علميا. Donc, on peut les rédiger au présent. Et qui dit connu d'une manière anonyme, dit ils doivent être suivis d'une référence bibliographique. Parce que l'unanimité, elle doit être obligatoirement scientifique. Donc, on ne peut pas rédiger une phrase au présent pour dire que c'est une information confirmée, mais sans une référence bibliographique. La référence bibliographique, elle est importante et obligatoire. D'accord? Vous m'entendez? Oui.
Très bien. Donc, je continue. Une autre source de manque de clarté, c'est les variations élégantes. Parfois, pour la même expression, on utilise plusieurs termes pour la décrire. Dans le même article, on utilise cancer, tumeur, adénocarcinome, néoplasme pour parler du cancer. C'est une pratique à proscrire. Par exemple, un autre exemple, c'est fièvre, hyperthermie, état subfébrile, fibricule. Donc, il s'agit de pratiques qui sont à proscrire dans un travail scientifique. Et l'idéal, c'est de choisir le terme le plus adapté et d'utiliser les mots-clés mèches. Les mots-clés mèches, vous pouvez les retrouver dans des dictionnaires appelés des dictionnaires mèches. On leur donne l'expression telle que utilisée dans notre jargon scientifique et lui, il va nous donner le mot euh, utilisé pour décrire cette expression dans le thésaurus mèche. Et pour faire de la recherche bibliographique au niveau de PubMed, j'ai parlé de PubMed tout à l'heure, il faut utiliser ces expressions mèches. PubMed il ne peut pas trouver n'importe quel mot-clé. Ce mot-clé doit être sous forme mèche. À la fin de la conférence, je peux vous faire une petite démonstration en ligne sur les mots-clés mèches. Une autre source de manque de clarté, c'est les expressions émotionnelles. En réalité, les faits sont communs à tous. Euh, la rentrée universitaire a coïncidé avec, je ne sais pas, le 22 ou le 23 septembre. C'est un fait. Il est commun à tout le monde. On a commencé les cours le 22 septembre. Par contre, les opinions et les sentiments sont différents d'une personne à une autre. Le sentiment d'un enseignant, d'un étudiant, des parents des étudiants, du chauffeur du bus, du COUS, sont différents par rapport à cette rentrée universitaire. Et la différence de sentiment va induire une différence d'opinion. Dans un article scientifique, on doit éviter de parler de sentiments. Surtout pas. On doit toujours donner des faits, des événements vérifiés dans la partie introduction, méthode, résultats, discussion et conclusion. Par contre, on est autorisé à donner nos opinions dans la partie discussion. Donc, dans la partie discussion, on peut dire qu'on a trouvé une prévalence faible, on suggère, ou là on pense, toujours, il faut toujours parler au conditionnel dans la partie discussion, lorsqu'on donne nos opinions. Claire, jusqu'à maintenant? Oui, Je continue. Je vous donne quelques exemples d'expressions émotionnelles à éviter. Nous avons été surpris de, malheureusement, par chance, les incroyables vertus thérapeutiques de telle plante. Le patient a subi une tomodensitométrie. Le patient a bénéficié d'un traitement. Toutes ces expressions ont tendance à impacter le lecteur. Lorsqu'on dit que le patient a subi, donc c'est une mauvaise chose. Le patient a bénéficié, donc c'est une bonne chose. L'idéal, c'est d'utiliser des expressions neutres. Les vertus thérapeutiques, le patient a eu un traitement, etc. Les ellipses. Les ellipses, c'est quoi? Parfois, on maîtrise tellement notre sujet qu'on pense que l'ensemble des lecteurs ont la même maîtrise de notre travail. Et là, par recherche de concision, on va se dire que le lecteur va comprendre, par exemple ici, les paramètres physico-chimiques étudiés répondaient aux normes du Codex Alimentarius.
Quelqu'un qui connaît le contrôle des miels, qui a fait son cours d'hydrobromato, par exemple, en cinquième année, il connaît ces paramètres. Mais l'article n'est pas adressé à seulement les spécialistes du contrôle de qualité des miels. Donc, on doit citer ces paramètres. Là, ce genre de pratique s'appelle euh, l'utilisation des ellipses. Donc, un texte concis ne signifie pas une succession d'ellipses. Tout ce qui est nécessaire à la compréhension doit être écrit dans le manuscrit. Une autre source d'ambiguïté, c'est l'utilisation du jargon. Parfois, on a des termes, en tant que pharmacien, par exemple, je ne sais pas, les biochimistes, les parasitologues, ils ont des termes propres à eux qui sont des termes très utilisés au sein même de la spécialité, mais qui ne sont pas des termes obligatoirement scientifiques. Ça s'appelle le jargon. Par exemple, lorsqu'on parle de couverture antibiotique, c'est du jargon ou bien une douleur au niveau de la telle place. Tout ça, c'est du jargon. Une escalade thérapeutique, un scanner parlant, un chirurgien infantile, tout ça, c'est du jargon scientifique à éviter et on doit utiliser des termes scientifiques. Une autre source d'ambiguïté, c'est l'utilisation du jargon euh, d'un domaine par rapport à un autre. Par exemple, le terme sensibilité. Pour un épidémiologiste, c'est la sensibilité d'un test diagnostique. Pour un pharmacoéconomiste, c'est la robustesse de l'étude. Pour quelqu'un qui fait de la chimie analytique, c'est le niveau de concentration à partir duquel un test est capable de détecter une substance. Donc, c'est différent d'une spécialité à une autre. Deuxième caractéristique, c'est la concision. L'expression de beaucoup d'informations en peu de mots. C'est ça la concision. C'est le garant d'être lu par les autres, parce que dès que le texte est concis, c'est un garant de lecture par les autres. Une thèse d'exercice doit comprendre un document maximum de 50 pages. Ça pour les thèses d'exercice. Comme pour certaines facultés, ils font le mémoire sous forme d'articles scientifiques, un article scientifique ne doit pas dépasser un certain nombre de mots avec une introduction concise et directement la partie méthode. Donc, on va parler de ça lorsqu'on entame la partie IMRAD. Quelques entraves à la concision. Tout d'abord, c'est l'utilisation des termes creux, tels que très, aussi, donc, pourtant, en effet, par contre, il est utile de, il est intéressant de, en tout état de cause. C'est des expressions de langue française qui font du remplissage et qui vont permettre, euh, ils vont donner une longueur un petit peu plus importante à notre article scientifique qui mérite d'être un petit peu résumé et concis. Les répétitions inutiles. Souvent, on est tellement heureux de nos résultats qu'on va annoncer, par exemple, le nombre de sujets introduits dans la partie introduction ou bien méthode, alors que on lance le nombre de patients inclus dans la partie résultats. Les phrases trop longues également, c'est une source de manque de précision, de concision. Maintenant, on va passer à la précision, qui est la troisième caractéristique de notre format CCP. Euh, la précision, c'est la rigueur scientifique. Et les sources de manque de précision, c'est tout d'abord les incohérences de chiffres. Lorsqu'on va lire un tableau et on va voir que le total ne correspond pas à, à, à la somme des différentes colonnes ou des différentes lignes, là, c'est une incohérence des chiffres et on va dire que l'article n'est pas précis. Lorsqu'on va lire un article et on va
trouver des termes de type abondance, accélération, accroissement, donc des termes non précis, on va dire qu'il y a un souci de précision dans ce travail. L'utilisation de et ou également est un problème qui va induire un manque de précision. Et enfin, les fautes de syntaxe dans les phrases, parfois, va amener le lecteur à mal comprendre cette phrase, donc c'est une source de manque de précision. Donc, les recommandations pour un article précis, c'est tout d'abord de vérifier l'exactitude des additions et des concordances des chiffres dans le tableau. Et deuxièmement, d'éviter les adjectifs et les adverbes utilisés pour exprimer le temps. Professeur Achouri, on vous entend pas. Vous m'entendez maintenant? Oui, Je m'excuse parce que j'ai perdu les slides. Une minute. bien sûr. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, je continue. Donc, je disais, éviter les adjectifs et les adverbes utilisés pour exprimer, par exemple, le temps tel que récent, ancien, récemment, les quantités, un certain nombre, peu, beaucoup, une mesure, gros, élevé, volumineux. Donc, essayez d'être le plus précis possible. Par exemple, lorsqu'on parle de pourcentage, lorsque le nombre d'individus ou de patients, par exemple, inclus dans notre travail est inférieur à 20, on ne mentionne pas de pourcentage. On va dire 13 sur 20. Lorsque le nombre de patients inclus est entre 25 et 99, on donne le pourcentage sans décimale. Entre 100 et 999, le pourcentage avec une seule décimale. Et supérieur à 1000, le pourcentage avec deux décimales. Par exemple, lorsque les lettres, on utilise des chiffres, on peut donner les chiffres, mais on va les écrire en lettres lorsque ces chiffres sont en début de phrase ou bien si le nombre est inférieur à 10. Également, on doit éviter les précisions injustifiées, telles que le premier exemple. Euh, 10 000, je ne sais pas combien de 0,9, c'est une précision qui est injustifiée. Je ne sais pas si j'étais clair jusqu'à maintenant. On a détaillé déjà l'objectif de la recherche, euh, les, la clarté, la précision et la concision. Je ne sais pas si les participants ont des questions. Comme ça, on peut avancer pour parler de la partie IMRAD. Merci, c'est très clair pour moi et pour les participants. S'il y a des questions, je vais les lire pour vous. Merci. Merci. Sinon, je passe à la deuxième partie, s'il n'y a pas de questions. Oui, je pense qu'il n'y a pas de questions. Merci. Très bien, on continue donc. Maintenant, la deuxième partie, on va parler de la structure IMRAD proprement dite. Donc, tout d'abord, I comme introduction. L'introduction, en réalité, permet de répondre à la question pourquoi. Voilà, je donne cette étude. Les mémoires du type, on a 200 cas dans le service et on va prendre les dossiers et on va voir quel est le profil de ces patients. Finalement, c'est pas de la recherche, c'est du dénombrement. On حسبوا des cas. La recherche doit obéir à une question de recherche. Donc, on doit répondre, وعلاش درنا cette étude? L'importance de l'introduction, c'est que c'est le premier contact avec le lecteur. Et elle doit obéir à deux principes importants. Le premier principe, c'est qu'elle doit guider le lecteur
le plus rapidement possible du contexte général du problème à la question de recherche précise. واش هو المشكل تاعنا général باش نوصلوا l'objectif تاعنا. Et elle doit fournir suffisamment d'informations pour que le lecteur puisse comprendre le travail sans avoir recours à d'autres publications. يعني من نقراو l'introduction, on peut lire le reste de l'article sans نحوسوا على la définition تاع هاد الشيء ولا حاجة أخرى. Donc, pour cela, elle doit être rédigée sous forme d'un entonnoir. L'entonnoir, la caractéristique تاعو واش il est large en haut, limité et rétréci en bas. Donc, on doit commencer par le thème, qui est très large. Après le thème, on va parler du problème. Ensuite, après le problème, on va parler de la problématique. Après la problématique, c'est le marketing. Et après le marketing, l'objectif de notre étude. Donc, structure en entonnoir parce que le thème est plus général que le problème. Et le problème est plus général que la problématique. Et ainsi de suite. C'est quoi le thème? Le thème, c'est un domaine du savoir. Le thème, c'est un domaine du savoir. Diabète de type 2, polyphénol, je ne sais pas, suspension pharmaceutique, chromatographie en phase gazeuse. C'est des thèmes. Le thème est neutre. Le thème est neutre. Et on va voir comment on va rédiger cette partie de thème après. Après le thème, c'est le problème. Le problème, c'est un écart entre une situation optimale qu'on va décrire et une situation réelle qu'on va décrire aussi. Donc, on va commencer par le thème, ensuite la situation optimale, ensuite la situation réelle. L'ensemble des diabétiques de type 2 sous metformine doivent être observants, ils doivent suivre leur traitement à la lettre. C'est la situation optimale. Mais malheureusement, un bon nombre ne sont pas observants. C'est une situation réelle. L'ensemble des grossesses doivent aboutir à un événement heureux qui est une naissance. C'est la situation optimale. Mais malheureusement, il y a un bon nombre de grossesses qui n'aboutissent pas. Il y a un certain pourcentage de décès, une mortalité prénatale. Donc, c'est la situation réelle. L'ensemble des plantes médicinales de la région X de notre pays doivent être connues. C'est une situation optimale, mais malheureusement, lorsqu'on va dans une région telle, on peut trouver que plein de plantes médicinales ne sont pas connues et elles existent dans cette région. C'est la situation réelle. Troisième partie, c'est la problématique. La problématique, c'est la question de recherche. Les patients non observants à la metformine, pourquoi ils sont non observants? C'est une question étiologique. Combien ne sont pas observants? C'est une question descriptive. Comment trouver une solution à cette mauvaise observance? Est-ce l'éducation thérapeutique pour résoudre ce problème? C'est une question interventionnelle. Donc la partie 4, c'est la partie de la problématique qui est une question de recherche. Le marketing, c'est une technique de vente. On va dire au lecteur que cet article, il est intéressant pour telle raison. Et enfin, l'objectif, c'est une formulation abrégée de la question de recherche. En réalité, entre le thème de recherche et le problème, le thème, c'est le thème général, le problème, c'est la situation optimale à la situation réelle, on doit sentir un petit peu de souffrance. C'est soit le patient qui souffre lorsqu'il s'agit d'une maladie, soit la société qui souffre lorsqu'il s'agit par exemple
d'un problème socio-économique, et soit c'est les scientifiques et les académiques qui souffrent lorsqu'il s'agit d'un manque de données en sciences fondamentales. Et entre le problème et la problématique, c'est l'ignorance qui doit apparaître. Il y a un problème, effectivement. Un bon nombre de patients non observants à la metformine existent, mais on ignore leur prévalence. Dans ce cas, on va faire une étude descriptive. On ignore l'impact de l'éducation thérapeutique sur ce phénomène. Dans ce cas, on va faire une étude interventionnelle. Ou on ignore la cause ou bien les facteurs associés avec ce phénomène. Et dans ce cas, on va faire une étude étiologique de type de cohorte ou cas témoin pour déterminer les facteurs associés avec ce phénomène. C'est clair jusqu'à maintenant? Le thème maintenant, on l'exprime en termes de fréquence, en termes de gravité et en termes de coût socio-économique. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, le diabète de type 2 en Algérie a une prévalence telle, il induit des complications telles et un fardeau économique tel. Donc, le thème d'Ayman, on essaye, notamment dans les études cliniques, de faire, de l'exprimer en termes de fréquence, de gravité et de coût. Je disais que le problème, c'est une situation réelle qu'on va décrire et une situation attendue. Et on va essayer d'exprimer l'écart entre ces deux situations. Le problème, il peut concerner l'ampleur, donc la prévalence ou l'incidence, les causes, donc l'étiologie, et les solutions, donc les études interventionnelles. Le marketing, il peut être scientifique. En une seule phrase, on va dire, par exemple, que cette étude, il s'agit de la première étude publiée en Algérie. Ça, c'est du marketing. Ou bien cette étude s'inscrit dans le cadre des efforts du service tel, du CHU tel, dans l'éradication de telle maladie. Comme ça peut être un marketing pragmatique. Par exemple, ce travail s'inscrit dans le cadre du plan cancer, dans le cadre du plan de lutte contre les maladies rares. Donc, c'est un marketing qui est un marketing pragmatique. L'objectif. L'objectif, finalement, c'est quoi? C'est un verbe à l'infinitif, un schéma d'étude et une population. Déterminer, verbe à l'infinitif. La prévalence, schéma d'étude, de la mauvaise observance thérapeutique chez les patients diabétiques de type 2 de la région d'Alger. Population. D'accord? Maintenant, les difficultés dans la rédaction de l'introduction. Il y a une difficulté majeure, c'est la longueur. Donc, je vous conseille d'avoir une introduction d'une longueur moyenne. Pas trop courte, comme ça, on ne va pas comprendre des expressions ou bien des éléments de votre article, et pas trop longue, et comme ça, on va la considérer comme une revue de la littérature. On doit essayer de respecter le schéma en entonnoir en donnant les informations d'une manière optimale. السهل الممتنع. Le maximum d'informations, mais le maximum d'informations nécessaires à la compréhension du sujet. Le temps des verbes. Le temps des verbes, on a parlé de ça. Le présent pour fournir des faits établis. Donc, chaque phrase rédigée au présent doit être suivie d'une référence bibliographique. Et le passé composé pour les résultats qui servent à justifier la question de recherche. Le passé composé, on l'utilise, mais et comme quoi l'article, il va répondre à cette question de controverse. D'accord? Et enfin, l'utilisation des abréviations, et on a parlé de ça. On a parlé
de l'utilisation des abréviations. Un exemple. Il s'agit d'un article qu'on a publié, il s'agit d'un mémoire d'interne qu'on a réussi à publier dans une revue très très intéressante, une revue française, les Annales pharmaceutiques françaises, qui est indexée. Cet article s'intéresse justement aux facteurs associés à la non-observance thérapeutique chez les diabétiques de type 2. Première enquête algérienne. Thème. À l'instar de la majorité des pays en développement, l'Algérie connaît une situation de transition épidémiologique marquée par un recul des maladies transmissibles et une émergence des maladies chroniques. Donc le thème tourne autour des maladies chroniques. Quelle maladie chronique? C'est le diabète de type 2. Le diabète de type 2, longtemps considéré comme une maladie des pays à revenus élevés, a atteint des proportions préoccupantes et on a donné la prévalence de ce diabète en Algérie. Cette situation pose un problème de santé publique en raison de la mortalité importante. Donc, on a donné la prévalence et on a donné la gravité. Le diabète de type 2 peut être traité par un régime diététique seul, par les antidiabétiques. Ces traitements doivent être impérativement suivis compte tenu donc de la situation idéale. Donc maintenant, on est dans le problème, dans la problématique, pardon. Donc, la situation idéale, c'est que tout le monde est observant. Et si on n'est pas observant, c'est une augmentation de la mortalité. Toutefois, en Algérie, malgré l'importance de la prévalence, il y a un bon nombre de patients non observés. Il y a un bon nombre de patients diabétiques, mais les données sur l'observance, ما عندناش. Donc, c'est la question de recherche. Et enfin, l'objectif de cette étude était d'évaluer le niveau d'observance thérapeutique des diabétiques de type 2 et de déterminer ou bien identifier les facteurs associés à la non-observance en Algérie. Donc, si vous remarquez, la partie marketing, elle est un petit peu très, très, très succincte. Donc, on a donné en même temps la question de recherche et en même temps le marketing en disant que les études demeurent quasi absentes. Donc, indirectement, on est en train de dire qu'il s'agit de la première étude. Un autre thème un petit peu différent, c'est un article sur le dosage d'un produit toxique qui est le hydroxyméthylfurfural dans les miels du nord-ouest de l'Algérie. Donc, le thème, c'est le miel. Ensuite, la présence de l'hydroxyméthylfurfural doit être faible. C'est la solution idéale, plutôt la situation idéale. Mais malheureusement, un bon nombre de miels contiennent le HMF, situation réelle. Et les données en Algérie sont très, très rares, notamment dans la région ouest du pays. Donc, et enfin, on parle un petit peu du marketing en disant que c'est la première étude, très très peu d'études se sont intéressées à ce sujet. Enfin, on annonce les objectifs. Claire jusqu'à maintenant? Oui, oui pour moi et pour les participants aussi. Merci, professeur. Des questions? Sinon, on passe à la partie méthode. Oui, je pense qu'on passe parce qu'il y a plein de participants qui disent oui pour que c'est clair. Très bien. Donc, on passe maintenant à la partie méthode. Déjà, la partie méthode pose un problème de dénomination. On parle de matériel et méthode lorsqu'on travaille sur des tubes biologiques, in vitro, pharmacognosy, galénique. Ça, c'est matériel et méthode. Lorsqu'on fait une revue de la littérature, on va dire méthode. On travaille sur des patients diabétiques, on va dire patient et méthode. Et lorsqu'on travaille sur une population générale, donc des sujets non malades, ou la maladie, on va dire population et méthode. C'est quoi finalement l'objectif de cette partie?
c'est de décrire ce qui a été fait pour répondre à la question de recherche. Et on va l'écrire de deux manières. Tout d'abord, pour donner l'ensemble des détails nécessaires à la rédaction de l'article et pour convaincre le lecteur que ce qui a été fait est valide. On a travaillé de la manière la plus scientifique possible. Et un conseil, voire une recommandation, aucun résultat ne doit y figurer, en particulier le nombre de patients inclus, parce que c'est une erreur très commune des articles de mettre les patients dans la partie méthode. Dans la partie méthode, on va mettre comment a-t-on recueilli les informations sur ces patients, mais on ne peut pas mettre le nombre des patients. Quatre parties, quatre étapes pour rédiger la partie méthode. Tout d'abord, le contexte de l'étude. Ensuite, la population de l'étude. Ensuite, les variables mesurées. Et ensuite, les modalités de recueil des données. Pardon. Maintenant, la section résultats. La section résultats permet de répondre à la question quoi. Elle obéit à deux principes généraux. C'est de fournir les résultats les plus importants et utiles et de respecter la même logique que la section méthode et d'articuler correctement texte, tableau et figure. Aucune description des méthodes ne doit être utilisée. Toute cette description doit être rédigée dans la partie méthode. Et aucune interprétation ou discussion des résultats. Elle doit répondre à l'organisation suivante. On a contexte de l'étude. Donc, la partie méthode, c'est contexte de l'étude. Partie résultat, c'est description de la population étudiée. Ensuite, méthode de recueil d'informations. On va donner les informations aide. Première étape, c'est les résultats qui permettent à répondre à la question de recherche. Et en deuxième étape, c'est les résultats secondaires. Recommandation dans la rédaction de la partie résultat, c'est tout d'abord d'utiliser le passé. La même chose pour méthode. On doit utiliser le passé. Deuxièmement, on doit être neutre, pas d'émotion, pas d'opinion. Éviter d'influencer le lecteur par les formules émotionnelles. Et utiliser les tableaux et les figures à bon escient. À bon escient, les tableaux et figures doivent être compréhensibles indépendamment du texte. C'est-à-dire, s'il y a une abréviation dans le tableau ou dans la figure, on doit la mettre en bas du tableau ou de la figure. Ils ne doivent pas dupliquer les informations présentes dans le texte. Ils ne doivent pas se dupliquer les uns les autres. Et ils doivent apparaître au bon endroit. C'est-à-dire, toujours, on doit appeler le tableau ou la figure dans le texte. On va écrire dans le texte, le tableau suivant représente les caractéristiques sociodémographiques de la population et on met le tableau plus bas. Que choisir entre tableau, figure et texte? Si le texte est suffisant pour exposer les données, inutile d'utiliser des figures ou des tableaux. Par exemple, sexe ratio, tu as une population, on ne doit pas utiliser une figure. Il suffit de l'écrire. Le texte ratio était de tel. La structure du tableau. Le tableau a la structure TAO. Il est composé de numéros de tableau et de titres, la première partie. Ensuite, la tête des colonnes. Ensuite, le champ, composé de lignes et de colonnes. Et enfin, en bas, les footnotes ou bien les notes de bas de tableau, dans lesquelles on met par exemple les abréviations. Dans le tableau, tout d'abord, il doit être numéroté en chiffres romains.
bien qu'il y a certaines revues qui exigent la numérotation du tableau en chiffres arabes, mais souvent en chiffres romains. Le tableau, il doit être cité dans le texte. On l'appelle. Les résultats tels sont exprimés dans le tableau 1. Il comporte un titre clair, une légende complète. Le tableau doit être compréhensible indépendamment du texte. Le tableau doit indiquer les unités. Il doit donner des notes explicatives en bas du tableau et ne doit pas, ne doit pas comprendre des lignes de démarcation séparant les données. Donc, pas de lignes verticales. Les lignes verticales, mais quand je fais les tableaux scientifiques, que les lignes horizontales. Les figures, par contre, doivent être numérotées en chiffres arabes. Ils doivent être, en cas d'utilisation de photos, les patients doivent être masqués. Une seule figure par page seulement, important. Ils doivent être interprétables sans revenir au texte. Donc, s'il y a une explication à donner, on doit la mettre dans le tableau, dans la figure, en bas de figure. Et on doit bien gérer l'espace et la taille des légendes de certaines figures. Ici, par exemple, c'est une figure qui détaille les différentes étapes d'un essai clinique. Comment maintenant rédiger la section discussion et conclusion parce qu'il s'agit de la même section à battre. Son rôle, c'est de dire est-ce qu'on a répondu à la question de recherche? L'hypothèse a-t-elle été infirmée ou confirmée? L'impact positif de l'éducation thérapeutique sur l'observance thérapeutique des patients diabétiques est-elle un impact vrai ou non? On doit également utiliser la section discussion pour comparer nos résultats avec les données de la littérature. On doit également utiliser la section discussion pour décrire les limites de notre étude parce que chaque étude a des limites. Et enfin, on doit proposer de nouvelles pistes de recherche, des recommandations, une réponse à notre question de recherche. Et cette partie, c'est il y a la conclusion. La discussion, donc, comprend 5 parties. Les rappels des principaux résultats, la pertinence de la question, donc un rappel du marketing, les limites, la mise en perspective des résultats, c'est-à-dire la comparaison des résultats avec les données de la littérature, et enfin, la conclusion. Principaux résultats. On doit sélectionner parmi les résultats ceux qui méritent d'être retenus, les présenter brièvement, les reformuler différemment et sans répétition, pour dire au lecteur, voilà, on est arrivé à répondre à notre objectif. L'objectif a été atteint. On voulait déterminer la prévalence de la mauvaise observance, et bien voilà, la prévalence de la mauvaise observance est de telle. Exemple de la rédaction de cette partie. On revient à notre article sur le 5-hydroxyméthylfurfural. Voilà la première partie. En vue de déterminer les teneurs en HMF des miels du nord-ouest de l'Algérie et de vérifier leur conformité avec des normes internationales du Codex Alimentarius, un nombre de 34 échantillons de miel a été collecté des différentes zones phytogéographiques du pays. La plupart des résultats obtenus s'accordent avec les normes du Codex Alimentarius, exception faite pour 4 échantillons de miel présentant des chiffres supérieurs. Voilà, on a répondu à la question de recherche. Un autre article qu'on a publié il y a quelques années sur la disponibilité des antidotes dans les établissements de santé en Algérie, enquête nationale.
Donc, dans cette partie, nos résultats ont montré que la totalité des hôpitaux concernés par l'étude ne disposaient pas de tous les antidotes, etc., etc. Donc, on a fait un rappel du résultat principal. Encore un exemple. C'est l'article sur le diabète. Ah. L'utilisation du questionnaire Moriski a mis en évidence une non-observance chez 31,3% des patients et l'analyse multivariée a mis en évidence les facteurs associés suivants. La maladie et le traitement, donc 5 facteurs. Le fait que le patient ne soit pas assuré, ne pratique pas l'autosurveillance glycémique, l'ancienneté de la maladie est supérieure à 6 ans et le niveau d'instruction du malade. Voilà un rappel des principaux résultats. Deuxième partie, c'est le rappel de la pertinence de l'étude. On rappelle que notre étude est originale en une seule phrase, ou bien elle répond à des besoins professionnels, donc une pertinence pragmatique, ou bien une pertinence sociale, donc socio-économique. Elle va réduire le coût, par exemple, la prise en charge de la maladie. Les limites, on doit montrer que les problèmes méthodologiques rencontrés ne remettent pas en cause la conclusion de l'étude. Par exemple, ici, dans l'étude du miel, ce travail n'a pas été à l'abri de limites méthodologiques. D'une part, l'acidité des miels n'a pas été déterminée. D'autre part, l'échantillonnage a été réalisé sur un nombre d'échantillons limité. Voilà, on a donné les limites, mais ensuite, on a exprimé que ces limites ne remettent pas en cause les résultats de notre travail. Dans l'étude sur le diabète, parmi les limites de notre étude, il est annoté que le taux, non, c'est l'étude sur les antidotes, que le taux de réponse de 60% se situe au-dessus des études menées dans les autres pays, par exemple. Dans l'étude sur le diabète, on n'a pas déterminé l'hémoglobine glyquée comme facteur associé avec la mauvaise observance. Quatrième étape, c'est l'étape la plus importante de la discussion, c'est de comparer nos résultats avec les données de la littérature, en essayant d'expliquer, est-ce que nos résultats sont attendus? S'ils ne sont pas attendus, quelle est la cause? Et quelles sont les implications dans la pratique professionnelle? En réalité, on va comparer nos résultats avec les résultats de la littérature régionale, nationale et internationale. Soit sous forme de texte, comme ici, on a comparé par exemple avec une étude nationale qui a été réalisée à Tizi Ouzou. Et ensuite, on a pris un tableau et on a donné, par exemple pour les miels, un tableau avec l'ensemble des études et on a comparé les résultats sous forme de tableau. Pour le diabète, on a comparé sous forme de texte. La conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est l'image finale qui va impacter votre jury lors de l'évaluation. Un petit paragraphe. Rappel de la problématique en une seule phrase, rappel des résultats en une seule phrase, l'apport et l'impact de l'étude en une seule phrase, les limites en une seule phrase, et enfin les recommandations qui mettent l'ensemble de recommandations. Toutefois, les recommandations doivent ressortir du travail. Par exemple, درتو une étude sur les facteurs associés avec le diabète de type 2 en Algérie. Moi, ça me touche l'obésité. On ne peut pas travailler, on peut pas donner des recommandations sur l'obésité. C'est vrai que l'obésité est un facteur associé avec le diabète. Mais l'étude تاعنا ما صبناهاش comme facteur associé. Donc, on ne peut pas recommander d'éviter l'obésité. Bon, dans l'ensemble des études sur le diabète, on va trouver l'obésité comme facteur associé. C'est évident. Je vous donne pas qu'un exemple. Lorsque un paramètre ne figure pas parmi nos résultats, on n'a pas la possibilité de le citer dans les recommandations. Les recommandations doivent ressortir du travail lui-même, des résultats. Un exemple d'une conclusion, je vais vous donner un seul exemple. Une conclusion, c'est euh, la conclusion sur le HMF, l'hydroxyméthylfurfural dans les miels. Donc, voilà, vous m'entendez? Oui, Désolé parce que je reçois des appels en parallèle et ça perturbe la connexion. Donc, sans prétendre être exhaustif, pardon, cette étude a permis de mettre en évidence qu'un certain nombre d'échantillons de miel
du nord-ouest de l'Algérie sont non conformes aux normes du Codex Alimentarius, un rappel des résultats. Le problème majeur est celui des températures, donc on a rappelé toujours la résultat. Et les recommandations, c'est quoi? L'organisation des sessions de formation destinées aux apiculteurs et l'établissement de normes algériennes. Le résumé. Le résumé, c'est une version condensée de l'article. Il comprend une phrase pour introduire, matériel d'une méthode en une ou deux phrases, les résultats, on va donner les principaux résultats, et la conclusion à la fin en une seule phrase. Le résumé, il est facile à faire parce que là, comme on a le travail, on peut le rédiger facilement. Il reprend uniquement les informations de l'article et il peut être construit de la manière suivante. La dernière phrase de l'introduction, liée à l'objectif. La première phrase de chaque paragraphe des méthodes, donc il y a la description des différentes méthodes. Une phrase par illustration, c'est les principaux résultats. Et la première phrase de la discussion, donc, l'objectif final, est-ce qu'il a été atteint ou pas? C'est une organisation un petit peu intéressante de la partie résumée. Donc finalement, le résumé, c'est une poupée russe, Srera. Si l'article, c'est la grande poupée, le résumé, c'est la petite poupée. Le titre, maintenant, il doit être cohérent, informatif, adapté au public de la revue. Les titres en français ne ressemblent pas aux titres en anglais. Et il peut comprendre des sous-titres dans la revue. Donc, finalement, le titre répond à qui, quoi, quand, où, pourquoi et comment. Et le titre, il doit être Spiced Tea. Il doit donner la région, le setting, les passions, l'intervention, la comparaison dans les études cas témoins, le endpoint, la tariqat qiyas, le résultat, par exemple pour le diabète, on peut dire par exemple par hémoglobine glyquée, le design ou le type d'étude et le temps. Par exemple, ce titre, Vapotage, c'est les étudiants à l'université et relations avec le tabagisme. C'est un titre qui est très peu informatif. D'ailleurs, il utilise du jargon. Le terme vapotage n'est pas un terme scientifique. Et il ne donne pas d'informations ni sur la région, ni sur le type d'étudiant. Donc, c'est un titre qui est très, très peu informatif. Mais bon, pour vous dire, l'article a été publié. Là, c'est un titre plus ou moins intéressant. Réentraînement à l'effort à domicile et niveau d'activité physique à 1 an chez les patients BPCO. Donc où je fais la méthode, donc le réentraînement à l'effort, le endpoint, donc c'est le niveau d'activité physique à 1 an, les patients et la maladie. On peut même rédiger des titres sous forme de questions. Par exemple, ici, est-ce que le reflux gastro-œsophagien va induire une exacerbation de la BPCO? Il peut même être rédigé sous forme de résultat, carrément. Une intensité sportive modérée et l'exercice sont associés avec un contrôle glycémique chez les femmes avec un diabète gestationnel. Donc, on a donné directement les résultats sous forme de titre. Il peut également être un titre un petit peu qui va susciter la curiosité des lecteurs, bien que c'est une manière qui est à éviter pour votre cas, parce qu'il ne s'agit pas d'articles comme de controverse, mais on va faire dans nos articles des articles de recherche scientifique. Donc, par exemple, ici, to be or not to be, very likely, OK, to be. C'est un article sur le risque bêta dans les essais cliniques et qui a été rédigé d'une manière interrogative, intéressante. Ici, c'est un essai clinique. Donc, on donne le nom de l'essai clinique, les deux groupes, la phase et le traitement utilisé, ainsi que la maladie concernée. C'est un titre informatif très, très intéressant. Donc, finalement, le titre, c'est également une poupée russe. Voilà. On arrive à la fin. Je conclus par cette belle citation de Ralph Waldo Emerson. N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une petite trace. Essayez de laisser une petite trace dans vos articles scientifiques.
Essayez de ne pas reproduire les mêmes travaux scientifiques qui ont été réalisés les années passées, pardon. Comme ça, vous allez plutôt laisser une petite trace. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Achouri, pour cette présentation très enrichissante, pour cette très belle citation. Merci également à tous les participants pour votre présence et votre attention. Si vous avez des questions, vas-y en chat box. Sinon, ce webinaire clôture notre série The Research Compass et nous espérons qu'elle vous a inspiré. Euh, voilà, j'attends vos questions s'il y a. Sinon, euh, Oui, il y a oui, une une question par rapport aux mèches. aux mèches. Voilà. Bon, les mots-clés Oui, mèches, je vais essayer de me connecter. Je ne sais pas si je pourrais le faire directement. Donc, les mots-clés mèches, je ne sais pas si vous êtes en train de voir mon écran. Ah, très bien. oui. Les mots-clés mèches, c'est des mots-clés qui sont utilisés par PubMed. PubMed, c'est le moteur de recherche de Medline. Donc, au lieu de faire la recherche ici dans cette partie, en réalité, pour PubMed, on doit faire la recherche ici, dans le Mesh Database. Donc, on doit faire la recherche en utilisant des termes bien précis. Et les termes, on les retrouve dans des dictionnaires Mesh. Dictionnaire Mesh. Voilà. Par exemple, celui-là. Bon, alors, je ne le connais pas. Je vais me connecter dans un dictionnaire que je connais. C'est le dictionnaire de l'INSERM. Donc, dans ce dictionnaire, je vais rédiger le terme, par exemple ici, observance thérapeutique. Et je clique sur rechercher. Pardon, oui, voilà. Il va me donner les résultats. Ah non, je n'ai pas bien cliqué, c'est erroné. Donc, observance thérapeutique. Voilà. Il va me donner, est-ce que vous parlez effectivement de l'adhésion thérapeutique? Donc, je confirme. Est-ce qu'il s'agit ou bien des observances de patients? Donc, non, Anna, je parle de l'observance par le patient. Donc, si c'est l'observance par le patient, voilà le mot mesh. C'est le descripteur américain. Je le copie et je reviens sur PubMed dans Mesh Database et je fais copier-coller et je le cherche. Voilà, il va me donner cette page en me donnant la définition. Je vérifie qu'il s'agit bel et bien de cette définition et je peux l'utiliser. Donc, bon, la recherche biographique, c'est un petit peu une séance de 1 heure de travail. On peut la faire en 1 heure de travail, mais justement pour vous dire que l'idéal, c'est d'utiliser des mots-clés mèches dans vos recherches en les cherchant dans des dictionnaires. Par exemple, pour la trisomie 21, il y a plusieurs façons de l'appeler. On tape trisomie 21 et on aura le mot-clé mèche scientifique qui est utilisé. Et généralement, c'est un facteur de bonne maîtrise des outils de recherche. Voilà par rapport au mot-clé mèche. Merci D'autres beaucoup. questions? Je peux envoyer aux organisateurs un article scientifique qui a été publié par un professeur tunisien qui s'appelle Hilmi Ben Saad, qui fait partie d'un groupe de chercheurs tunisiens qui travaillent sur la rédaction scientifique et la vulgarisation des travaux scientifiques et qui résume le contenu de, de ma conférence pour Oui, ça serait merveilleux. la participante qui se demande par rapport au contenu. Je pense que c'est... D'accord, parfait. Je vais transmettre aux participants par mail, oui.
Voilà. Très bien, je vous Euh, remercie. Merci à vous, professeur. Merci aux participants. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles activités éducationnelles et bonne soirée à toutes et à tous. Merci, comme ça et très bonne soirée.